On repart, les amis, on repart. Et alors, on repart avec la guerre du cornichon. Enfin, bah oui, il faut bien en entendre parler. Donc, c'est Delphine Dubois qui est avec nous. Bonjour Stéphane. Cofondatrice des Trois Chouettes. J'avais fait connaissance avec ce couple d'entrepreneuses il y a combien de temps que vous avez démarré? Parce que c'était au tout début, 2016. Ça fait 4 ans et demi. Et je crois que vous nous aviez rencontrés, je pense, il y a 2 ans à peu près. Il s'est passé pas mal de choses depuis. Et le truc, je vais vous le dire très très vite, c'est quand même, en gros, elle nous vendait, mesdames, messieurs, on va réinventer le cornichon. Vous vous dites, j'en ai rencontré des entrepreneurs avec des domaines d'expertise un peu particuliers, mais le cornichon, j'aurais pas cru. Et en fait... On l'a fait. Non, mais, on est en train de le faire. C'est ça, vous l'avez fait. Non, mais surtout, c'était en fait l'amorce d'un mouvement que je trouve très intéressant en ce moment. Je l'ai écrit comme ça d'ailleurs, nouvelles entreprises agroalimentaires, c'est-à-dire, d'ailleurs, je crois que... alors c'est Michel de Michel et Augustin, les petits sablés, qui a investi aussi chez vous. Au moment de la levée de fonds, qui a eu lieu là, cette année. Il y a depuis quelques années une émergence de start-up de l'agroalimentaire. Est-ce qu'on peut le dire comme ça, Delphine? Et moi, je voulais commencer par là. Qu'est-ce qui permet aujourd'hui à de jeunes entrepreneurs de se lancer dans l'agroalimentaire, qui était quand même un domaine compliqué à adresser il y a encore quelques années? Oui, alors je pense que ça reste un domaine très compliqué. Oui, ça reste compliqué. Ça reste compliqué, de l'étape du développement jusqu'à la mise sur le marché. Oui. Et après, le chemin n'est pas si simple. Il faut vraiment convaincre chaque consommateur un à un. Donc, c'est pas si simple. Après, je pense que c'est beaucoup de passion. La passion du goût, la passion de réinventer des choses, en fait. Et là, en l'occurrence, avec Elodie, on est parti d'un constat simple qui était que 90% des Français consomment du cornichon. 75% des Français qui achètent ces cornichons de marque leader pensent que c'est un cornichon français, mais non. Genre Amora, par exemple. Voilà, exactement, pour ne citer que. Et ils pensent que c'est un cornichon français, mais en réalité, c'est une filière qui existait en France, mais qui a été complètement délocalisée en Inde, depuis le début des années 2000. Donc, avec Elodie, on avait cette passion de l'alimentation, on partageait sur plein de découvertes, mais quand on a eu vent de cette histoire, et puis qu'on est allé rencontrer ces producteurs... De ce scandale stratégique et patriotique, quand même, bon Dieu. On est allé rencontrer ces producteurs qui, en France, produisaient le cornichon français et qui se sont vus, du jour au lendemain, abandonnés par ces industriels. Et qui, du coup, aujourd'hui, limite... pour certains, perdent un peu de savoir-faire. Donc, en France, on perd ce savoir-faire sur le cornichon. On s'est dit, on veut une alternative. Il y a un savoir-faire sur le cornichon. Bien sûr. Et c'est un savoir-faire qui est... je veux dire, le gars qui fait du cornichon, par exemple, il ne peut pas faire du concombre. Qui vient de loin aussi, d'ailleurs. C'est de la même famille. Le concombre est quand même le cousin du cornichon, mais c'est une des cultures qui est la plus exigeante, puisque c'est une récolte tous les jours. C'est une récolte... Tous les jours. Tous les jours, en fait. D'un jour à l'autre, le cornichon peut doubler de volume. Donc, c'est une culture qui est très exigeante. C'est encore une récolte qui se fait à la main, encore aujourd'hui. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les industriels sont partis en Inde pour aller chercher une main-d'œuvre moins chère. D'ailleurs, vous les avez pas vraiment rapatriés, c'est-à-dire que vous avez trouvé un moyen de mettre d'autres légumes. Exactement. Alors, dans le vinaigre doux à la place des cornichons. Et c'est ça qui est génial. Tout à fait. La première étape de notre projet, c'est d'avoir trouvé une alternative à ce cornichon en proposant des pickles. Et ces pickles, qui sont réalisés à partir de légumes bio, mais de divers légumes, permettent aussi d'adresser d'autres usages que la simple raclette, je ne sais pas si vous en faites en ce moment, ou la planche de charcuterie qu'on connaît bien. Nos pickles de légumes permettent aussi de réveiller des assiettes végétales, puisqu'on est quand même sur une tendance de végétalisation des assiettes, mais également qu'on vienne très bien pour des apéros. Ça, c'est la première étape, c'est l'alternative au cornichon. La deuxième étape, et ça va venir cette année, c'est d'aller chercher ces producteurs français qui veulent bien, pour nous, se remettre à une culture du cornichon. Et nous aurons, cette année, on vous en fera parvenir un bocal dès qu'il sort de l'atelier. Nous aurons normalement 2 recettes de cornichons français, bio et français, qui arriveront. Alors, il se trouve que, coïncidence, parce que cette interview est programmée depuis peut-être, je ne sais pas combien de temps, au moins 2 semaines. Hier, donc Andros, tout le monde connaît Andros, rachète donc Spreewald de Conserve, que moi je ne connaissais pas, vous non plus visiblement. Vous connaissiez un petit peu? Non, mais un petit peu. Cornichon est-allemand. C'est une marque allemande, J'ai lu un peu le truc parce que vous veniez, c'est quand même super intéressant et ça vous donne raison. Sur l'ensemble de l'effondrement de l'économie est-allemande sur le tournant des années 90,
je prévale de C'est une des seules entreprises, en effet, qui a tenu le coup. Vous vous rendez compte? Voilà, avec un savoir-faire de valorisation du légume local. 115 millions d'euros de chiffre d'affaires quand même, les gars. Exactement. Allemagne de l'Est. Hein. Oui, non, tout à fait. Et puis, ça montre aussi le regain de l'appétence des Français pour la conserve. L'an dernier, en 2020, je crois que c'était plus 8% de croissance sur de la conserve de fruits et légumes. Ouais. Alors, bien sûr, lié au confinement, mais lié aussi au fait que la conserve, c'est un produit... c'est de la sécurité, c'est consommer du légume toute l'année, c'est aussi la tradition un petit peu qui revient. Oui, mais alors, vous croyez que ça c'est parce qu'effectivement, puis je pense qu'on l'a tous expérimenté, globalement, notamment au cœur du premier confinement, vous êtes au supermarché dans les heures autorisées, et c'est vrai que vous vous retrouvez devant l'étal de fruits et légumes, et vous dites, il y en a combien qui l'ont touché quand même, cette carotte? Et tout à coup, vous avez la conserve à côté, et vous êtes sûr que celle-là, oui, tout à fait. Donc, elle a été aseptisée. Quoi. Donc, oui, voilà, et puis... C'est peut-être c'est une lame de fond pour vous? C'est quelque chose qui peut durer, qui peut... Alors, ça durera, c'est sûr. Et pour moi, encore une fois, il y a eu l'effet du premier confinement. Il y a aussi une tendance de fond qui est de consommer plus de légumes, plus de fruits, végétal, voilà, plus de végétal, consommer du légume toute l'année, profiter, d'un... Voilà. Mais je reviens sur vos pickles, parce que c'est le défi entrepreneurial, moi, que je trouve... vraiment impressionnant. Parce que vous regardez ça, mesdames, messieurs, si vous êtes, beaucoup d'entre vous sont entrepreneurs, la masse d'intermédiaires, pour arriver à ce bocal, et pour arriver à ce que ce bocal de pickles, il soit dans les rayons de la grande distribution, parce que c'est quand même là que ça se passe. Ouais. Mais quel boulot de dingue! Pour le coup, je ne peux qu'en attester, et c'est vrai qu'on s'efforce de faire un travail quasiment du champ à l'assiette. Mais vous êtes obligé. C'est-à-dire vous recréez toute la filière. Exactement, donc on s'adresse à des producteurs en direct, installés près de chez nous. Même le vinaigre dans lequel sont ces pickles. Alors, le vinaigre, bien sûr, il faut le sourcer. Donc tous les approvisionnements sont faits chez nous. Donc pour la majorité, c'est quand même du légume qu'on met dans nos conserves, et c'est le plus important. Et on fait tout ce travail aussi de remonter les filières. Pourquoi ? Parce qu'on a quand même en bio, alors la bonne nouvelle est tombée là en début d'année. En bio, par exemple, on n'a pas de sucre bio français. Donc on utilise du sucre bio du Brésil, et on s'améliore au fur et à mesure sur les approvisionnements. Delphine, c'est pas un peu absurde d'aller chercher du sucre bio au Brésil ? Enfin, du sucre pas bio en France, il est quand même... Oui, je ne sais pas si dans le bilan de l'ensemble de la protection... Mais regardez, après, ça fait le cercle vertueux, et que de nouveau, on a des betteraves sucrières tout à fait. Françaises et bio. Voilà, donc ça, c'est encourager un cercle vertueux. Donc oui, du champ à l'assiette, c'est une démarche qui est compliquée. Là, ça fait 4 ans et demi, et je pense qu'on commence à avoir de belles réussites à notre... Un mot, parce que je pense que c'est ça aussi qui est à l'origine de cette éclosion de start-up dans l'agroalimentaire, c'est la mutation de la grande distribution. Il y a 10 ans, je pense que rencontrer un acheteur, c'était même pas la peine. Là, en fait, ils sont demandeurs d'histoires comme les vôtres. Vous donnez en fait de l'imaginaire, des histoires, des combats dans leurs rayons. C'est passionnant en fait. Tout à fait, et j'ajouterai à cela, alors nous c'est plutôt la catégorie des condiments qui nous intéresse quand on regarde cette catégorie-là. Alors en plus, Cette catégorie-là, dominée par des acteurs historiques, 80% du chiffre d'affaires des rayons condiments est réalisé par ces acteurs, et c'est vraiment des usages, peu d'innovation, des acteurs peu engagés. Aujourd'hui, on voit peu de bio ou de français dans ce rayon, et surtout tourné sur des usages de viande. Donc la moutarde, un rayon standardisé au possible, des cornichons tout verts qui viennent sur les planches de charcuterie et sur votre raclette. Voilà, j'adore ça moi aussi. Voilà. Toutes les sauces possibles et imaginables à mettre dans les hamburgers. Exactement, dans les des sauces tartare, des sauces. Mais c'est surtout Samouraï, la moutarde qui accompagne quand même la viande. Bon, mais alors, donc nous, on veut souffler un vent d'innovation. Ouais, mais ce qui est génial, c'est qu'ils le comprennent, puisque c'est donc Spice Capital, j'adore le nom, et donc c'est le family office de la famille Ducrot, c'est ça ? Oui, donc exactement. Ducrot, c'est des carcasses. Ouais, tout à fait. Vous étiez né, vous, pour Ducrot, c'est des carcasses. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu Ducrot, c'est des carcasses. Mais tout le monde connaît Ducrot. Et donc c'est eux, ils sont parfaitement conscients de ça. Et donc tout à fait. C'est eux qui vous financent en partie.
Exactement, et on est ravis de d'avoir de ce partenariat. Et c'est vrai que la personne qui nous accompagne est la nièce du fondateur de la famille Ducrot, du fondateur Ducrot. Et c'est vrai qu'elle a vu toute l'évolution des épices en vrac Ducrot jusqu'à leur mise en petits pots dans les étals. Donc elle est passionnée par cette catégorie. Elle est vraiment au fait aussi que s'opèrent quand même des mutations dans les habitudes de consommation. Et elle ne peut que valider le fait qu'il y a besoin d'un renouveau, besoin d'accompagner et de rehausser, d'apporter du relief. Delphine, dans l'industrialisation de tout le process, parce que maintenant vous allez monter en puissance, j'imagine que Ducrot, ça doit aider un petit peu quand même en termes de savoir-faire, de grande quantité, d'industrialisation et tout ça. Alors, aujourd'hui, le fonds n'a plus rien à voir avec l'entreprise Ducrot qui s'est fait racheter par McCormick. Mais en effet, c'est surtout de l'expertise, mais tout à fait. Voilà. Et puis on est aussi entouré par d'autres experts et heureusement, ça va. Enfin voilà, super intéressant. On va profiter à plein de tout. Donc, alors, j'ai pas encore montré, j'ai une magnifique photo qu'on va voir là, donc sur ce qui est maintenant justement cette déclinaison, c'est-à-dire ce que vous disiez. Donc, vous avez lancé, donc c'est une nouvelle marque qui s'appelle Mazette. Oui. Voilà. Et donc pour démocratiser vraiment ce pickles, l'installer à côté du cornichon. Et donc là, l'idée, alors regardez pas la photo parce que sinon, ça sera pas bien dans le micro. Vous la connaissez par cœur, vous de toute façon. Ouais. Et donc l'idée, c'est justement, comme vous dites, de relever l'ensemble des plats végétaux qui sont aujourd'hui. Exactement. Aujourd'hui, les condiments, les aides culinaires, on le voit en poupe. Les assiettes se végétalisent et l'idée, c'est de trouver ce qui va apporter du goût, de la texture, de la saveur. Donc, les pickles sont un exemple. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand même, il y a une opportunité à apporter des condiments bio et français, on en a parlé. Et puis là, à l'heure du confinement, le condiment, c'est quoi ? C'est ce qui fait passer une assiette ordinaire, l'assiette du quotidien, à une assiette de chef. Et les restos sont fermés aujourd'hui. Ce qui a été un choc pour vous d'ailleurs. C'était 40% de votre chiffre d'affaires. Oui, exactement. Donc ça a été... On a hâte de la réouverture de ces restaurants. C'était 40% du chiffre d'affaires. Alors heureusement, le lancement de cette marque Mazette en grande distribution a été un levier de croissance. Ouais. Mais on a tous envie de retrouver ces moments de partage au restaurant. On s'improvise chef chez nous et c'est pour ça qu'on utilise des condiments. Bon. Voilà, et enfin, il y a un éventail des possibles, un champ infini des possibles sur le condiment, pour voyager aussi. Un champ infini des possibles sur le condiment. Bravo Delphine. Merci Stéphane. Formidable aventure. Donc ça s'appelle Les Trois Chouettes, la marque Mazette, les pickles, tout ça. Vous avez tout ça pour l'infini des possibles.